Mercredi 20 décembre 1871. La salle et les couloirs du tribunal de Saint-Omer sont bondés. La curiosité est trop forte. Même la presse étrangère est là. Les gens veulent le voir. Ils veulent voir le diable en personne, celui dont les journaux ont relaté les crimes effroyables. Crimes perpétrés durant 7 ans sur ce bord de mer désolé du Pas-de-Calais. Ils veulent voir à quoi ressemble cette abomination. Ils en seront pour leurs frais. Avec sa figure juvénile, douce, presque imberbe, la foule peine à croire que le jeune homme calme et indifférent dans le box des accusés puisse être le monstre décrit par la presse depuis des mois. Depuis exactement ce vendredi 25 juin 1871, où il est surpris en train de dévaliser le presbytère d'Audembert, quelques minutes avant de devoir se mettre à table avec famille et amis qu'il a invités pour son retour de noces qui ont eu lieu 11 jours avant, le mercredi 14 juin. Ce vendredi 25 juin 1871 prend fin la déjà longue carrière d'incendiaire, voleur et meurtrier de François-Joseph Lemaître. Né en 1846, il a tout juste 25 ans. François-Joseph Lemaître, tête d'ange et cœur d'assassin. Dans ce nouveau numéro de Série criminelle, je vais vous raconter l'histoire de celui que personne n'aurait pu soupçonner de crime d'une telle monstruosité, celui à qui l'on aurait donné le bon Dieu sans confession. Voici l'histoire de François-Joseph Lemaître. Série criminelle, une émission concoctée, écrite et mise en son par Olivier Le Cerf. Dans le nord de la France, près des falaises, se trouve un petit village, Audrecel, où ne sont plantées que quelques fermes. Celle de la veuve Lambert, par exemple, à l'angle du carrefour principal, dont l'une des routes mène à la mer, tandis que l'autre vient de Boulogne. Ou celle en piteux état du vieux Frameries, un peu à l'écart. Et plus loin encore, isolée au milieu des champs, à l'intérieur des terres, la ferme de Celle qu'aucune maison n'avoisine. Son propriétaire s'appelle Delis. C'est le neveu du vieux Frameries. Nous sommes en octobre 1864. Delis emploie désormais François-Joseph Lemaître à plein temps. Il a à peine 18 ans. Delis et sa femme l'aiment bien, ce petit gars-là. Il est serviable, travailleur, dévoué tant et si bien qu'ils lui font une confiance aveugle. Ils viennent seulement d'avoir un enfant, enfin, et se sont donc beaucoup attachés à François-Joseph durant les 5 ans où il travaillait aussi chez le vieux Frameries. Quand il avait 13 ans, son père, Joseph Lemaître, berger, l'a d'abord placé chez le vieux Frameries. Et parce que le travail ne lui fait pas peur, il travaille aussi à la ferme de Celle, chez les Delis. Autant la ferme de Celle est une belle ferme, bien entretenue et prospère, autant celle du vieux Frameries est délabrée et laissée à l'abandon. Pas très sympathique, le vieux bonhomme. Il vit seul, ne s'occupe pas de sa ferme, ça l'ennuie. Et puis, c'est trop de travail maintenant, il est trop vieux, estime-t-il. Et puis, il aime bien le garçon, vraiment bien. Alors il insiste pour continuer à le loger, même s'il travaille de moins en moins chez lui et de plus en plus pour Delis. Cette promiscuité entre le vieux Frameries et le jeune garçon est peut-être la cause des faits qui vont suivre. Le dimanche 16 octobre 1864, vers 6 heures du soir, 3 meules de foin qui se trouvent à une 50aine de mètres de chez Frameries sont la proie des flammes. Ces meules ne sont pas celles de Frameries, mais appartiennent à d'autres paysans du coin. Pierre Bayard, Bertrand Delattre, le meunier du village, et Lucien Cuny. Il est évident qu'elles n'ont pas pris feu toutes seules, mais personne n'a rien vu. Moins de 10 jours plus tard, dans la nuit du 25 au 26 octobre, un commis du meunier Delattre, couchant dans un des greniers, est réveillé par une lueur vers 1h du matin. Un bâtiment appartenant à la veuve Lys, née Louise Cuny, est en train de brûler. À l'intérieur de celui-ci se trouve toute la récolte de Lucien Cuny. De celle-ci, après l'incendie, il ne reste rien. Pas le temps de réfléchir au coupable qu'un nouvel incendie se déclare le dimanche 6 novembre aux environs de 5 heures dans la ferme du vieux Frameries qui s'est absenté en début d'après-midi. Le seul à être présent est Joseph Lemaître. Il le dit lui-même.
Pour le vieux Framery, cela ne fait aucun doute que le garçon de ferme est derrière tout ça. Mais son neveu, Dely, ne veut pas y croire, tellement il a toute confiance en François-Joseph. À tel point même qu'il ramène le garçon chez lui, à la ferme de Selles, et l'oncle n'insiste pas. Il ne porte même pas plainte, malgré ses soupçons. Pas de plainte, donc pas d'enquête. Peut-être cela l'arrange-t-il. Désormais, François-Joseph ne travaille plus pour le vieux Framery qui lui-même quitte sa ferme pour la laisser complètement inhabitée. Il se réfugie au cœur du village où il prend pension et logement. Le vendredi 3 mars 1865, un travailleur journalier de Framery, Félicien Malfoy, vient à la ferme et remarque de la paille dépassant dessous la porte d'une armoire. Il découvre à l'intérieur un dispositif pour mettre le feu. C'est l'humidité et le manque d'air dans l'armoire qui ont empêché la tentative de fonctionner. Durant les mois suivants, rien d'extraordinaire ne se passe dans les environs, excepté le samedi 16 décembre 1865. Ce jour-là, la ferme de Selles est en deuil. Dely meurt des suites d'une longue maladie. 1 an et demi après, le vendredi 17 mai 1867, la veuve Dely se remarie avec l'un des domestiques de la ferme, Louis Sauvage, dont un frère est marié à une sœur de François-Joseph Lemaître. Les jeunes mariés continuent de vivre à la ferme, employant toujours François-Joseph et d'autres domestiques. Louis-Marie de Guines est de ceux-là. Vieux garçon, il travaille à la ferme depuis 16 ans et a mis toutes ses économies, 620 francs, dans une malle fermée à clé au grenier près de son lit, et la clé dans la poche d'un de ses pantalons. Le dimanche 15 septembre 1867, dans la matinée, il découvre sa malle grande ouverte et ses économies envolées. Aucune trace d'effraction. C'est forcément quelqu'un de la ferme. Mais qui parmi les employés? La veuve Dely, elle, a d'autres problèmes à régler. Pour sa famille, comme pour celle des Dely, son mariage avec Sauvage, un domestique, est une mésalliance que tous voient d'un mauvais œil. Aussi, les jeunes mariés décident-ils de quitter la ferme pour aller habiter, le vendredi 20 décembre 1867, dans une maison de campagne à Auvriguem, dans la commune de Vimille, à quelques kilomètres d'Audrecelles. Laissant les autres employés à la ferme de Selles, ils emmènent avec eux François-Joseph, dont le père, berger au service de l'adjoint de Vimille, habite la maison d'en face. Leur tranquillité est de courte durée. Le dimanche 12 janvier 1868, vers 7h30 du soir, une jeune domestique et François-Joseph, qui porte dans ses bras Léon, l'unique enfant né du mariage avec Dely, entrent dans une étable au fond d'une petite cour. Un coup de feu retentit et des projectiles viennent frapper la chambranle de la porte. Heureusement, personne n'est blessé. Le dimanche suivant, le 19, vers 10h du soir, une volée de plomb vient éclater à côté de la porte de cette même étable où couche François-Joseph. Et encore le dimanche 16 février, un coup de chevrotine vient s'écraser dans le mur alors que, raconte François-Joseph, il descendait sur le perron. Quelques heures plus tard, les gendarmes trouvent un pistolet double dont un seul canon est déchargé. De même que des traces de pas vers une porte du jardin de la ferme. Le jeudi 9 juillet 1868, c'est un autre pistolet abandonné près d'un arbre dans ce même jardin que l'on trouve armé et prêt à servir. Et enfin, le mercredi 19 août, vers 8h du soir, le maître, un autre domestique appelé lui aussi François et la fille de ce dernier, marchent sur un chemin menant à un champ quand soudain, une lueur brille au loin, suivie aussitôt d'une détonation. Mais malgré les recherches, on ne trouve personne, ni trace. Jusqu'alors, les épouses Sauvages pensaient que c'était à eux que quelqu'un en voulait. Ou plutôt, au petit Léon Dely, seul héritier de son père. Mais les coups de feu de l'été 1868 laissent à penser que la cible est probablement François-Joseph. Sur les conseils de leurs amis et la mort dans l'âme, effrayés et ne sachant qu'en penser sinon qu'il pourrait y avoir des victimes collatérales, eux ou le petit Léon, les époux Sauvages se séparent à regret de François-Joseph, lequel retourne à la ferme de Selles, désormais exploitée par le sieur Parenti. Mais pourquoi en veut-on au jeune homme? Et surtout qui? Qui peut être suffisamment rancunier pour vouloir le tuer? Qu'a-t-il bien pu faire pour subir un tel acharnement? Un garçon si dévoué, travailleur, serviable, toujours prêt à aider, ne rechignant jamais à la tâche, et d'une probité exemplaire avec ça. Tous en sont persuadés,
sauf peut-être Framery. La preuve. Quand il était encore à Overigem, avant l'été où tous ses coups de feu ont été tirés, il a trouvé sur la route de Boulogne 1600 francs en billets de banque enveloppés dans une feuille de papier journal. Peut-être appartenait-il à un marchand qui les avait perdus sur la route, ou à quelques fermiers revenant d'une foire aux bestiaux. 1600 francs, c'est une somme considérable pour un garçon de ferme au salaire misérable. C'est une véritable petite fortune pour l'époque. Au lieu de tout garder pour lui, il est allé voir monsieur le maire, de Lattre, et lui a remis les billets. Celui-ci a lancé des avis, fait des recherches, en vain. Personne n'est venu réclamer les billets, et pour cause. Au bout de 14 mois, le maire appelle donc François-Joseph, à qui, solennellement, il redonne les 1600 francs que le jeune homme dépose le lundi 2 mars 1868 entre les mains de Madame Sauvage, sa patronne, en qui, lui aussi, a toute confiance, forcément. Si quelques personnes doutaient encore de son honnêteté et de sa droiture, celles-ci, désormais, ne sont plus à démontrer. L'édile, en son fort intérieur, pense que le jeune homme l'a bien mérité. Et décidément, la chance semble vraiment lui sourire, puisque le mercredi 2 septembre de la même année, c'est 700 francs qu'il dépose encore entre les mains de son ancienne patronne. Sans oublier la fois où il trouve dans la chaussure d'un oncle décédé 2100 francs. À croire qu'il est béni de Dieu. À la ferme de Selles, il dort indifféremment dans plusieurs chambres parmi d'autres domestiques, si bien qu'on ne sait jamais vraiment où il passe ses nuits. Et il peut donc, s'il le veut, sortir de jour comme de nuit, aller et venir à sa guise, sans que l'on sache où il va ni ce qu'il fait. Le mardi 1er décembre 1868, c'est la fête de Saint-Éloi à Audrecelles. Philippe Pruvot, 19 ans, garçon brasseur chez Robe à Vimille, vient y faire une livraison de bière avec son camion attelé d'un cheval. Il connaît bien le village et bon nombre de ses habitants, car il n'est pas loin. En ce jour de fête, Philippe Pruvot y retrouve son frère et quelques amis avec qui il fait le tour des auberges. À 8 heures du soir, quand il reprend la route, il est passablement ivre et somnole sur la banquette du camion. Mais pas de problème, son cheval connaît la route. Au pire, ils finiront tous deux à l'écurie. C'est la conduite automatique de l'époque, bien pratique pour qui a abusé de boisson. Arrivé près du hameau de Ronville, quelqu'un saute sur le marchepied, saisit Philippe Pruvot et le balance dans le fossé bordant la route. Aussitôt, son agresseur se jette sur lui, glisse ses mains sous son tablier de cuir et lui tord si violemment les parties génitales qu'il les déchire, tandis qu'ivre de douleur, Pruvot perd connaissance. C'est une technique éprouvée chez les bergers, afin de calmer les boucs récalcitrants. Or, le père de Lemaître est berger dans un village voisin. Quand il revient à lui, son agresseur a forcément disparu. Pruvot souffre horriblement. Il se traîne ensanglanté jusqu'à la ferme la plus proche, et malgré les soins prodigués les jours suivants, on craint pour sa vie. Il en réchappera, mais en gardera des séquelles pour le restant de ses jours. Et tout ça pour un butin plutôt mitigé, 15 francs et un couteau. Moins de 2 semaines plus tard, le jeudi 10 décembre, la veuve Lambert, vous vous souvenez, celle qui habite au carrefour entre le chemin vers la mer et la route de Boulogne. La veuve Lambert, donc, après avoir trait sa vache, rentre chez elle et se couche peu après, aux environs de 9 heures. Soudain, elle est réveillée en sursaut par le bruit d'un meuble qu'on bouscule. En même temps, une voix lui dit « La bourse ou la vie ». La veuve Lambert répond qu'elle n'a pas d'argent et tente d'atteindre une armoire où se trouve la corde d'une cloche accrochée dans le grenier et qui sert à appeler les ouvriers quand elle en a besoin. Manifestement, son agresseur connaît les lieux et l'empêche d'atteindre la corde en la poussant contre le mur. Mais elle est coriace, la veuve Lambert. Elle se débat si bien qu'elle réussit à fuir et ouvre la porte qui donne sur la cour. Un coup de feu part et elle reçoit du plomb dans les fesses. L'homme se jette à nouveau sur elle et la coince dans l'encoignure de la porte. Il la poignarde de 5 coups de couteau au bras et à la poitrine, et d'un dernier qui lui perfore l'abdomen, faisant sortir un morceau d'intestin. Son agresseur s'enfuit alors, tandis que la vieille femme parvient à se réfugier chez un voisin. Finalement, les blessures ne sont pas si graves qu'elles en ont l'air, et le docteur a vite fait de rentrer le morceau d'intestin non perforé dans l'abdomen et de recoudre les plaies. Plus tard, elle constatera que lui a été volé différentes choses. Chaîne de montre en or, couvert en argent, etc., etc.
Pas besoin de chercher bien loin le mobile de l'agression. D'autant que, 2 semaines avant, le jeudi 26 novembre 1868, Clarisse Lambert, née Dupont, était revenue de l'étude du notaire de la commune de Marquise avec la somme de 1200 francs. Et pour finir cette année en beauté, dans la nuit de Noël, c'est le presbytère d'Audrecel qui est cambriolé durant la messe de minuit. Son volet à l'abbé Ruperminé, des couverts, une cafetière, un calice en argent et surtout un porte-monnaie en cuir de Russie contenant 200 francs or et un rouleau de 100 francs en argent, plus 2 sacs de toile de monnaie en métal non précieux que l'on appelait à l'époque des billons, sans oublier un pistolet et des munitions. Quelques jours après, c'est François-Joseph Lemaître lui-même qui déclare être victime du vol de sa malle qui était dans la petite chambre au-dessus de l'étable. De grande dimension, elle est retrouvée à l'entrée d'une écurie, le mercredi 30 décembre, par Louis-Marie de Guines, le vieux garçon à qui l'on avait volé toutes les économies 1 an et demi auparavant. Lemaître lui prétend que 1800 francs lui ont été dérobés. De son côté, Louis-Marie de Guines vient d'hériter d'un parent décédé dont il ramène les meubles à la ferme. Et ne dépensant que peu, il a réussi à se refaire un petit pécule. 400 francs or en pièces de 20 francs et 2 titres de rente nominatifs, plus quelques monnaies de billons. Le plus précieux, francs or et titres, est caché au fond d'un vieux chapeau sous une pile de vêtements dans la même malle que celle du premier vol. Le jeudi 7 janvier 1869, Victorine Barré, domestique, qui dort dans une petite pièce du même grenier, voit la malle de Guines une nouvelle fois grande ouverte. Celui-ci vient donc constater avec fatalisme le vol d'une partie de ses économies, d'une botte de couture et de la photo du petit Léon. La botte de couture est retrouvée dans un champ pas loin. La serrure n'a même pas été forcée. Le voleur a tout simplement utilisé la clé. Mais celui-ci n'a pas trouvé ce qui se trouve dans le chapeau. Fort heureusement pour le pauvre Louis-Marie, qui porte ses derniers trésors durant plusieurs semaines dans une ceinture, avant de les cacher dans sa paillasse. Paillasse qui est éventrée quelques semaines plus tard, le dimanche 24 janvier. Lors du deuxième vol, 2 semaines avant, aucun chien n'a aboyé. Les portes étaient verrouillées. Le voleur n'avait laissé aucune trace, si ce n'est celle de pieds d'échelle dans une plate-bande au bas d'une fenêtre donnant sur la cour. Là encore, les déductions font penser que le voleur est un des gens de la ferme. Vraiment ? Mais qui alors ? La suspicion s'installe. D'autres hypothèses émergent. Forcément, dans une communauté si petite, on parle, on discute. Et toutes ces agressions, tous ces vols, cela commence à faire beaucoup pour un coin plutôt à l'écart et où si peu de gens habitent. Une bande qui sévirait dans la région ? Mais si bande il y a, elle reste invisible. Personne ne l'a jamais vue. Le mystère demeure. Même si... Fin mai 1869, François-Joseph Lemaître quitte son patron Parenti et la ferme de Selles pour louer à Audrecel une fermette, propriété de la famille Rémy. Dans la soirée du 28 juin, les frères Rémy, accompagnés de Wilfrid de Guines, viennent toquer à la porte de François-Joseph afin de récupérer une carriole et son cheval qu'ils ont laissé là un peu plus tôt. Personne ne répond tout d'abord alors que le maître est au courant de leur passage. Ils insistent, appellent, tambourinent à la porte. De longues minutes passent avant que le maître vienne enfin leur ouvrir, simplement vêtu d'un pantalon. Il leur dit qu'il était couché, endormi, et ne les a pas entendus. Les frères Rémy récupèrent la carriole et partent en empruntant une ruelle qui longe la fermette de François-Joseph. Quelques minutes plus tard, une femme, des Laviers, découvre en travers de cette même ruelle, devant l'écurie de Lemaître, le cadavre encore chaud d'Adolphe Cugny. Il est déchaussé, ses souliers à ses côtés, tout comme sa casquette. Il a les organes génitaux broyés par la main de son assassin, qui l'a aussi violé avant de l'étrangler à l'aide d'un mouchoir. Le village est aussitôt ameuté. Une centaine de personnes accourent, munies de torches et de lampes à pétrole. Ils baignent une drôle de lumière dansante dans la ruelle. Ne manque qu'une personne, le maître. C'est pourtant devant chez lui, et la foule est bruyante, très bruyante. Mais durant ce procès, il prétendra dormir à poing fermé et n'apprendre la mort d'Adolphe que le lendemain matin à 9h.
L'autopsie détermine qu'il a bu du vin, alors que l'aubergiste Prévost est sûr de ne lui avoir servi que de l'agneau et de la bière. Par contre, il dira au cours de l'instruction avoir vendu ce jour-là 4 bouteilles de vin à Lemaître, 2 de rouge et 2 de blanc. Mais les soupçons se portent sur les Foucard, qui habitent face à l'écurie de Lemaître. Dans un autre café, celui de Charles Foucard, un témoin a vu Henri, un des fils Foucard, en compagnie de la victime peu de temps avant sa mort. Les gendarmes arrêtent alors Charles et Henri, laissant la maison en garde à Eugène, le cadet, âgé de 19 ans. Probablement l'amant de Lemaître. En tout cas, les 2 jeunes hommes passent beaucoup de temps ensemble, surtout depuis l'arrestation du père et du frère Eugène. Pendant que son père et son frère sont en prison, il a pris l'habitude de prendre ses repas chez la belle-mère de son frère, Madame Raden. Souvent, avant de rentrer chez lui, il passe acheter à boire au café de Macrève, ce qu'il fait le jeudi 28 octobre, aux alentours de 8h30, en achetant une bouteille de bière. Le lendemain, le vendredi 29 octobre, la maison reste close. On finit par forcer la porte, fermée de l'intérieur. Eugène Foucard est étendu sur le sol au pied du lit. Il est mort, assassiné, vêtu seulement d'une chemise et nu des pieds à la ceinture. Les cuisses et les parties génitales semblent avoir été piétinées. Il a été étranglé, comme Adolphe Cuny, à l'aide d'un mouchoir rallongé par un bout de ficelle. Au-dessus du corps, le meurtrier a placé 2 chaises, une paillasse et une bougie, espérant ainsi mettre le feu et effacer toute trace. Comme à la ferme du Vieux-Frameries, 4 ans auparavant. Mais comme à la ferme, le dispositif n'a pas bien fonctionné. 40 chemises, 20 essuie-mains et une douzaine de paires de draps ont été volés, pratiquement tout le linge de maison. Mais l'assassin espérait probablement plutôt mettre la main sur les 870 francs que le père lui avait donné peu après son arrestation et dont Eugène s'était vanté dans les différents cafés du village. Sauf que cet argent, c'est Madame Raden qui l'a en sa possession. Ne constatant aucune trace d'effraction, les gendarmes en déduisent que Eugène et son assassin se connaissent bien. Ils retrouvent même la bouteille de bière achetée chez Macret entamée sur la cheminée. Dans la cour, au pied de la fenêtre de la chambre, on retrouve une malle pleine d'effets. Elle appartient à Florent Porquet, le garçon meunier employé par Delattre, l'un de ceux dont la meule de foin a brûlé 5 ans avant. Porquet explique qu'on la lui a volée au moulin dans la soirée du dimanche 26 septembre alors qu'il passait la soirée au café Prévost. Le voleur avait tout pris dans la maison, notamment un fusil à 2 coups, une montre en argent et une longue vue. La peur rôde désormais dans les rues du village. La peur et la suspicion. Un assassin est là, tapi dans l'ombre. Personne ne semble à l'abri. Aussi, la veuve Lambert décide-t-elle d'aller dormir dans une maison au cœur du village. Elle est trop effrayée depuis son agression et sa ferme lui paraît trop isolée. Quand elle revient chez elle, le matin du mardi 23 novembre, elle constate qu'elle a été cambriolée dans la nuit. Comme chez les Foucard, le ou les voleurs ont pris presque tout le linge de maison. Des draps, des serviettes, des nappes, des couverts, même des rideaux avec leurs tringles et leurs anneaux. Un peu d'argent aussi, ainsi qu'une chaîne de montre en or. Et toutes les clés des armoires. Le ou les voleurs se sont même servis à la cave et laissé sur la table une bouteille de champagne à moitié vide, 3 verres à vin et 3 verres contenant encore un peu de liqueur au fond. Quand elle a besoin, la veuve Lambert emploie souvent un journalier, Félicien Malfoy, 26 ans, marié. Comme la confiance envers lui est limitée, s'il arrive à la ferme de la veuve avant elle, il patiente en dehors de celle-ci. Et ces derniers temps, il semble encore plus tourmenté qu'à l'habitude. Il parle tout seul, boit beaucoup, tient des propos étranges. Il en vient même à dire à la veuve qu'il a commis un crime terrible, un crime qui ne mérite aucun pardon. Le mercredi 23 février 1870, Lambert doit aller travailler chez la veuve. Mais il a prévenu qu'il n'arriverait pas de bonne heure, car voulant profiter de la marée, il a prévu d'aller pêcher le congre. Quelques heures plus tard, il repasse chez lui, bredouille, et dit à sa femme qu'il file chez la veuve. Il repart donc à 7 heures, sans rien avoir avalé. En chemin dans le village, il croise une gamine qui va à l'école et qui le reconnaît formellement, ainsi que le garde champêtre. Il n'arrivera pourtant jamais à la ferme. Malfoy disparaît. Malgré les recherches, il est introuvable.
Le vol ne peut être le motif. Sa femme et lui vivent d'expédients. C'est donc que quelqu'un a voulu le faire taire. Il en savait probablement trop et buvait et parlait beaucoup ces derniers temps. Les autorités font fouiller le village et les alentours de fond en comble. Ce n'est que le mardi 8 mars que l'on retrouve son cadavre dans le puits de la ferme Framerie, toujours à l'abandon. Bras et jambes repliés et ligotés autour du tronc, le corps est enveloppé de 2 sacs de toile cousus ensemble. Il a été étranglé à tel point même qu'il a les yeux exorbités. Mais avant ça, son meurtrier l'a pénétré, lui causant une plaie de 10 cm au scrotum. Même mode opératoire que pour Adolphe Cuny et le jeune Foucard, si ce n'est une technique d'étranglement grandement améliorée. Dans son estomac, le médecin légiste retrouve du café au lait et du pain. Et comme sa femme sait qu'il n'a rien mangé quand il est revenu de la pêche au congre, c'est donc qu'il s'est arrêté en route chez quelqu'un. On soupçonne tout d'abord un certain Firmin Beauvois, que Malfoy avait accusé quelque temps avant d'être un chef de bande. Mais celui-ci était en mer le jour de la disparition de Malfoy. François-Joseph Lemaître est aussi interrogé et charge Beaufoy et son beau-père, malgré leur alibi en béton. Après ce meurtre, Audrecel redevient enfin un village paisible. Et plus rien d'aussi horrible ne s'y passe dans les mois qui suivent. La guerre contre la Prusse est déclarée le mardi 19 juillet 1870 et va précipiter la chute de Napoléon III en quelques semaines. La Troisième République est proclamée le dimanche 4 septembre. 2 jours avant, l'empereur, encerclé à Sedan, a capitulé. Un premier armistice est signé le jeudi 26 janvier 1871. Le traité de paix est signé le 10 mai 1871 et la France perd alors l'Alsace et la Lorraine. À Paris, la Commune commence sa révolution. Dans les environs de Dressel, à 8000 exactement, les époux Antoine Bailly quittent leur maison vers 9h du matin le jeudi 25 mai 1870. Quand ils rentrent en fin de matinée, ils découvrent leur maison sans dessus-dessous. Ils ont été cambriolés. De l'argent leur a été volé, ainsi que 3 obligations d'une valeur de 500 francs achetées au notaire de la commune de Marquise. Immédiatement, ils pensent au fils de leur voisin, mais celui-ci est loin d'ici, mobilisé pour faire la guerre aux Prussiens. D'avril 1870 à août 1871, François-Joseph Lemaître est garde mobile à Boulogne-sur-Mer, à côté de Dressel donc, ce qui lui laisse quelques loisirs. Avant son départ, il remet précieusement 3 obligations communales d'une valeur de 500 francs chacune à son ancienne patronne Louise Sauvage. Plus tard, lors de l'instruction de l'affaire, les baillis et le notaire seront formels quant à l'origine de ces obligations. Le maître cherchera encore à faire porter le chapeau à d'autres, s'en mêlant dans des explications plus invraisemblables les unes que les autres et revenant sur ses dires. Tout le temps que dure la guerre et la mobilisation de Lemaître, aucun forfait n'est perpétré. Le dimanche 23 avril 1871, l'abbé Blancard de la Motte part de chez lui avec ses 2 domestiques à 7h du matin pour aller à la messe à Boulogne. À leur retour à 10h, il leur est impossible d'ouvrir la porte d'entrée de la cour. Le trou de la serrure est bouché avec du papier. Il a été cambriolé. Des billets de banque, des anneaux pastoraux dont certains d'une grande valeur, des croix, etc., etc. Le butin est conséquent. Le dimanche 14 mai, c'est l'abbé Four, curé de Manigan-Vimille, qui, pendant qu'il dit la messe, est victime d'un cambriolage. Le jeune Édouard Labitte raconte plus tard que le maître l'a abordé un jour. Il lui a déboutonné le pantalon et retiré ses bretelles en lui demandant si la servante du curé était au presbytère. Effrayé, l'enfant avait voulu crier, mais le maître l'avait saisi à la gorge. « Tais-toi ou je t'étrangle !» Au loin, quelqu'un arrive. Le maître lâche l'enfant et s'enfuit. Et encore un autre presbytère, le dimanche 4 juin, à Bazingan. Le mercredi 14 juin 1871, François Lemaître se marie à Ombletteuse avec Rosalie Dumont, à qui il offre une chaîne en or qu'il a volée à la veuve Lambert. Les invités sont conviés à l'auberge pour célébrer ça. Pendant le repas,
On remarque une bague absolument magnifique au doigt de Lemaître. Elle fait le tour des convives, qui s'extasient. Il finit par la ranger. Elle attire beaucoup trop d'attention. Et pour cause, cette bague avait été donnée par la reine Marie-Amélie, femme du roi Louis-Philippe, à l'archevêque Blancard de Bailleul, archevêque de Rouen, décédé quelque temps avant, et frère de l'abbé Blancard de la Motte. Et c'est 10 jours après que Lemaître commet l'erreur qui lui est fatale. Le jour de ses noces, il est allé en repérage à Audembert, où il se renseigne auprès de l'aubergiste, Ferdinand Noyelle, afin de connaître les habitudes du curé. Puis 10 jours après, le vendredi 25 juin 1871, quand il revient, l'aubergiste est surpris de le voir arriver si tôt, et surtout, il trouve étrange que Lemaître évite l'auberge. Parce que ce midi-là est prévu le repas de retour de noces, à l'auberge de Ferdinand Noyelle. Lemaître arrive donc en carriole, vers 9h30. Puis Noyelle le voit se faufiler discrètement dans une ruelle, en prenant d'infinies précautions, afin de ne pas se faire remarquer. Intrigué, Ferdinand Noyelle le suit, et le voit alors passer à travers une haie qui mène dans la cour du presbytère. Il comprend et va chercher de l'aide. Ils arrêtent Lemaître, avant qu'il ait pu pénétrer la cure. Sur lui, ils trouvent un couteau poignard et une boîte remplie de cartouches de revolver. Une perquisition chez lui ne fait que confirmer qu'il est bien l'auteur de tous les cambriolages des environs. On y retrouve les différents linges volés aux uns et aux autres, les bijoux, les porte-monnaies, les obligations, tout. Commençons par tout nier en bloc, il finit devant autant d'évidence par admettre avoir aidé des complices à agir. Mais il nie farouchement être l'auteur des meurtres et l'instigateur des vols. Ce sont les autres. Il accuse Croisette Malfoy et François Briche d'Iminique. Ce Croisette Malfoy n'est pas le même que celui qui a été assassiné. Ils n'ont même aucun lien de parenté. Et sans doute Lemaître l'accuse-t-il pour ne pas dire que c'est l'autre Malfoy, Félicien, celui assassiné, qui était son complice. Seulement voilà, lors des cambriolages de Saint-Presbytère, ceux qui l'accusent assistaient à la messe. Plusieurs témoignages vont en ce sens. Et surtout, ils vivent dans une misère absolue, alors que Lemaître ne travaille plus depuis un certain temps et qu'il mène grand train, vivant comme un rentier. Certaines hypothèses ont été émises quant aux origines du basculement de Lemaître. Comme quoi, il aurait subi le viol de Framery et de ses amis un soir de beuverie, quand, adolescent, le jeune François-Joseph couchait encore dans sa ferme. Et donc, que le feu au meule de foin serait une vengeance. Ce qui est sûr, c'est que Lemaître semble avoir un certain penchant pour les jeunes garçons. Ce qui ajoute encore à l'abjection de la foule pour qui Lemaître est la perversité incarnée. Son procès commence le mercredi 20 décembre 1871. Sur le chemin qui le mène au palais de justice de Saint-Omer, François-Joseph Lemaître est hué, conspué par une foule qui le lyncherait sans doute s'il n'était pas enfermé dans le véhicule cellulaire et entouré par les gendarmes. Dans le box des accusés, au premier jour de son procès, François-Joseph Lemaître est calme, tranquille, et semble même presque indifférent à ce qui se passe autour de lui. Meurtre, incendie, vol. En tout, 27 chefs d'inculpation lui sont reprochés. Durant son procès, il répond de façon évasive au président du tribunal, qui doit lui arracher chaque mot. Oui, non, peut-être, me souviens pas, c'est Minique. Il regarde ailleurs, parle tellement doucement que le président lui demande sans cesse de répéter ses réponses. Parfois même, il va jusqu'à éclater de rire en plein milieu de l'interrogatoire. Malgré les preuves accablantes qui lui sont présentées, Lemaître continue de nier farouchement. Il s'en tient à ce qu'il a dit durant l'instruction. Rien de plus. Il est innocent pour les incendies. Il est innocent pour les meurtres de Malfoy et Cuny. Tout juste admet-il avoir participé à celui de Foucart, sans pour autant l'avoir tué lui-même, puisque, évidemment, ce n'est pas lui. C'est Minique et Croisette Malfoy. Le troisième et dernier jour du procès, c'est jour de marché à Saint-Omer. Un jour d'affluence record. Et on se bouscule dans les couloirs du tribunal. François-Joseph Lemaître présente bien. Vêtu d'un costume de velours grenat, il est rasé de près, ce qui le rajeunit encore. Il a plus l'air d'un séminariste que d'un assassin. Les derniers témoins, ou presque, sont les époux sauvages qui racontent la terreur qu'ils ont vécue
tandis que des coups de feu étaient tirés presque chaque jour en leur direction. Avant la plaidoirie de l'avocat général et de celui de la défense, le président demande une dernière fois à Lemaître de faire des aveux. Il refuse encore. La seule chose qu'il a avouée, c'est que tous les coups de feu tirés sur lui étaient faux, et que c'est lui-même qui avait organisé cette mise en scène afin d'éloigner les soupçons qui pesaient sur lui. Après les plaidoiries, les jurés ne mettront que 2 heures à décider du verdict. Au total, Lemaître est reconnu coupable de 11 vols, 4 incendies, 2 tentatives de meurtre, suivies de vols et de 3 assassinats. Il est condamné à avoir la tête tranchée en place publique de la commune de Marquise. François-Joseph Lemaître écoute et ne laisse rien paraître à l'énoncé de la sentence. Le mardi 5 mars 1872, il est 5 heures du matin quand François-Joseph Lemaître est amené à Marquise, où aura lieu son exécution sur la place du marché. Les aides de Jean-François Enderecht finissent d'y monter la guillotine posée à même le sol depuis le décret du ministre Adolphe Crémieux, datant du 1er janvier 1871, qui supprime l'échafaud. La foule est déjà dense, et elle le sera encore plus d'ici peu. Des Anglais ont même traversé la Manche pour y assister. Lemaître est tout d'abord emmené chez un marchand de briques pour y faire sa toilette. Peu à peu, il s'effondre. Il n'a plus cette impassibilité qu'il affichait lors de son procès. Cette fois-ci, tout est joué. Il le sait et réalise qu'il n'a plus que quelques minutes à vivre. Il pleure doucement, refuse tout d'abord le verre d'alcool qu'on lui tend avant de finalement l'accepter. Puis, enfin, il confesse au prêtre tous ses crimes, espérant ainsi soulager sa conscience et l'indulgence de l'au-delà. Les incendies et les vols, mais aussi et surtout les meurtres, il avoue tout. Les aides-bourreaux découpent le col de la chemise. Certains racontent qu'il aurait dit trouver dommage de couper une si belle chemise neuve. Une légende, sans aucun doute. Les portes de la maison s'ouvrent, il est 6h15. Les jambes entravées, il est aidé par les aides-bourreaux pour parcourir les quelques mètres qui le séparent de la guillotine. François-Joseph Lemaître est livide. La foule l'insulte. Peu importe, il n'entend rien, les yeux rivés sur la lame de la guillotine. Il embrasse le prêtre. Ses jambes se dérobent. Le bourreau le saisit et le pousse sur la planche où les aides le ligotent, puis le font basculer pour ajuster la lunette.